Diane, c'est pour les médicaments. Ça c'est bon manger ça. Là. Ah oui, ça c'est pour faire comment bavane, pour bavane. Ce matin, avec Diaz, nous avons rencontré M. Ratas. À 81 ans, le vieux raconte qu'il a quitté sa famille à Java pour venir travailler et vivre à la vallée du Tir au début des années 50. Avant, quand je suis arrivé ici, là-haut, c'est tout en brousse encore. Là-haut, même pas l'école encore, l'école, comment. S'il y en a l'école, c'est juste l'école seulement, mais les autres, c'est tout en brousse. Il n'y a pas l'école petit poussé, tout ça, il n'y a pas la route. Surtout en brousse jusqu'à côté le congrès. Ouais. Ma famille avant, ils travaillaient au commerce. D'abord, j'avais travaillé consulat. Après, il a acheté des magasins, ici, je vais te dire, que c'est l'ancien bâtiment, là. En face de la Carola, il y a un bâtiment, là. Avant, il y avait des magasins. Ma famille, mon oncle a fait magasin, restaurant, et puis moi, avec mon oncle, juste lui donner la main de service dans le restaurant. M. Ratas a connu un quartier socialement dynamique, avec de l'espace pour pêcher et cultiver. Diaz, lui, fait partie d'une jeunesse qui se sent oubliée dans la transformation de son quartier. À la vallée, personne ne veut venir ici. Puis, la vallée, c'est bien quand tu as commencé à vivre ici depuis tout petit, mais en fin de compte, au final, tu vois que c'est pas bien. Quand tu vis à côté d'une grosse usine comme la SLN, puis quand tu vois l'évolution aussi, les routes, plein de trucs, les constructions, là, tu as envie de te barrer d'ici, quoi. La ville, elle se rapproche petit à petit de la vallée, quoi. Puis ça va être ça, ce qui va tout chambouler, quoi. C'est plus notre vallée d'avant, quoi, où c'était spacieux, on va dire. Là, c'est serré, on va dire, tu vois. On se sent pas comme chez nous, quoi, comme auparavant, quoi. Entre le port autonome, le centre-ville et la SLN, plusieurs familles ancrées dans ce quartier populaire le quittent et revendent des maisons parfois centenaires qui comptent aussi parmi les témoins de ces transformations perpétuelles. Les transformateurs du quartier des Cigales font peau neuve. Depuis quelques jours, les tags vulgaires ont laissé place à de grandes fresques colorées peintes par les jeunes du quartier. L'artiste Will Nero les guide dans leur apprentissage. Et là, l'approche nouvelle de faire des graphes, c'est pour que les jeunes, ils apprennent déjà quelque chose. Ils apprennent ce que c'est que les bombes, ils apprennent ce que c'est que la peinture, ils apprennent ce que c'est que l'art, parce que ça, c'est de l'art, en fait. Et c'est très important de faire partager ça avec les jeunes, parce que c'est notre avenir, c'est ces jeunes-là, en fait. Le projet doit permettre à la jeunesse du quartier de se rencontrer pour vivre mieux ensemble. Ils étaient une dizaine ce matin à travailler sur les fresques, bombes à la main et masques au visage comme de vrais professionnels du graphe. Le but c'est que cette résidence elle soit faite par les jeunes et pour les jeunes. Ça va permettre aux jeunes de s'approprier l'espace. Le but de la résidence là c'est que ça fasse un effet boule de neige. Là, les jeunes, ils ont acquis des techniques avec le Will Nero. Et le but, c'est que si d'autres résidences se mettent en place dans les autres quartiers, que les jeunes, là, justement, qui ont acquis ces techniques, vont apprendre à d'autres jeunes. Que le savoir ne s'arrête pas à soi. On partage. Soit toujours dans le partage. Il faut fort aussi pour apprendre à graffer, tout ça. Connaître un peu les artistes. Et le but, c'est peut-être un jour devenir artiste, faire des voyages, faire dans d'autres pays. La résidence prendra fin dans quelques jours quand les jeunes artistes auront achevé leur œuvre. Cette photo, on voit des gens qui sont assis. Pour moi, le respect, tout en rejoignant les deux premières photos, c'est se mettre au niveau des uns et des autres, pour pouvoir être à leur écoute. Merci Sandrine. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose sur la photo de Sandrine? On va continuer. Quelqu'un d'autre veut bien nous montrer sa photo? Ce sont des images. Donc, il y a des images qui viennent de France. Donc 200 photos. Et donc nous, on a revisité ces photos en ajoutant des photos du pays, donc, qui sont beaucoup plus parlantes et qui permettent de mieux amener les enseignants à verbaliser leurs ressentis, leurs représentations, leurs aspirations. Toutes ces personnes qui sont présentes autour de cette table, ils ont les yeux baissés. Un signe de respect et très important dans notre société. Voilà.
Merci Gwendoline. Autre chose à rajouter sur la photo de Wazom et de Gwendoline? L'autre fois, maîtresse, elle m'a dit mais tu me regardes dans les yeux parce que tu ne me respectes pas. Mais moi, je n'ai pas regardé maîtresse dans les yeux parce que pour moi, quand je baisse les yeux, je respecte maîtresse. Mais elle n'avait pas compris. C'est une marque de respect aussi à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas, on n'entend pas ce qui se dit, mais c'est pour respecter aussi donc l'adulte. Une fois la séance de photolangage terminée, donc les enfants sortent et donc ne se retrouvent que donc l'animatrice et l'équipe pluridisciplinaire donc pour recueillir en tout cas entre professionnels donc ce qui a été ressenti voilà dans cette expérience. Des choses peut-être à revoir ou de réajuster. En tout cas, c'est vraiment un temps d'échange de la pratique entre professionnels. C'est un outil qui permet de développer les compétences psychosociales, la socialisation, qui permet de développer chez l'enfant le bien-être, la bienveillance, l'humilité, le respect. Travailler sur le langage parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait nos enfants avaient beaucoup de vocabulaire, ils avaient du mal à s'exprimer en français. Après, on a prévu de se réunir encore au mois d'octobre pour faire un point et partager toutes nos expériences. Merci beaucoup les enfants et puis on se retrouvera pour une prochaine séance. Merci. Super, c'est génial. Alors voilà, vous savez comment ça se passe? Vous savez où ça se trouve à Nouméa? C'est derrière le CHT là, non? C'est ça, en dessous les arcades. Voilà. Ok. Sous les arcades. Donc voilà, ici vous avez l'adresse, vous avez les horaires. Ouais. Et vous y allez sans rendez-vous. D'accord. Vous n'allez pas à jeun, vous n'êtes pas obligé d'être à jeun, au contraire. D'accord. Guillaume, jeune calédonien, vient aujourd'hui se renseigner. Il souhaite donner son sang. Non, parce qu'en plus j'ai regardé ma carte de sang, là je suis O négatif, donc j'ai envie de donner. Vous êtes donneur universel. Voilà, c'est pour ça. Voilà, je voulais le faire quand j'étais jeune, j'avais pas 18 ans. Après quand j'ai eu 18 ans, je suis parti en métropole faire les études et tout ça. Et comme là je suis en stage actuellement au pays, je vais donner mon sang et en profiter pour faire bien les choses. Non. Mais il y a des infirmières de toute façon, il y a un médecin. Mais vous regardez pas, ça fait même pas mal. On vous fait une petite anesthésie locale, donc vous sentez même pas quand elle vous pique. Il faut regarder ailleurs. Malgré certaines appréhensions, en 2018, 7738 personnes ont fait don de leur sang, soit 37% de plus qu'en 2012. Il y a toujours ces appréhensions qui perdurent, mais on a malgré tout des donneurs fidèles, fort heureusement, qui réagissent dès lors qu'on les sollicite, et ils viennent, ils sont là, ils sont présents. Et Dieu sait que malheureusement, on a trop souvent besoin d'eux parce qu'il peut y avoir un accident, et Dieu sait que la Nouvelle-Calédonie est accidentogène. Actuellement, on est en épidémie de dengue, et il y a un certain nombre de dengues qui sont hémorragiques, donc pour lesquelles il va falloir aussi du sang, donc tout le monde peut être concerné. Pour honorer et promouvoir ces dons, la prise d'une photo aérienne de gouttes de sang géantes est organisée ce dimanche au foyer vietnamien. L'association souhaite battre le record qui avait réuni 1124 personnes. Ça fait assez bizarre parce que on passe de l'autre côté normalement. Et bon là ça fait du bien parce que la route, on va dire qu'elle est mieux adaptée pour nos voitures. Nancy arrive de Dimbéa-sur-Mer. Pour se rendre à son lieu de travail, elle longeait, comme ses voitures, le bord de la piste d'atterrissage de Magenta. Aujourd'hui, c'est fini, le nouvel axe est ouvert. Il y a un peu de ralentissement par rapport à d'habitude à cette heure-ci. Normalement, la route elle est moins bloquée. Et là, je pense que c'est le fait que les gens n'ont pas l'habitude de passer par là. La direction de l'équipement de la province sud appelle à la vigilance des usagers. Car même si cette tranche de la RP14 est donc ouverte, les travaux devraient encore durer 2 mois. Il va se passer des travaux, on va dire hors chaussée, donc sans perturbation notable pour les usagers.
et des travaux de nuit, donc où on va être obligé de fermer l'axe, on va dire ponctuellement, comme ça c'est fait depuis pas mal de temps, avec des itinéraires de déviation via les rues communales, les autres rues communales. Mais des travaux de nuit, on va dire standard, entre 20h et 5h. Cette infrastructure routière aura coûté 600 millions de nos francs. Aujourd'hui, l'ouverture de cet axe laisse place aux travaux d'extension de la piste d'atterrissage, travaux qui devraient se terminer fin 2019.